faire aussi un propre petit bilan sur soi, etc. etc. Et puis vraiment, s'il y a quelque chose à faire, s'il y a une carie à faire, la faire soigner, etc. Mais modifier vos capteurs posturaux et redonner au moins la liberté à 2 capteurs sur 3 pour que votre corps puisse s'ouvrir et aller vers plus de bonheur et de liberté. Voilà, votre corps en a besoin et notre corps, on n'en a qu'un. Et franchement, il le mérite bien, quoi. Avec tout ce qu'il fait pour nous, nous amener d'un point A à un point B, notre naissance à notre mort, avec tout ce qu'il nous donne et tout ce qu'il fait pour nous, cette superbe Ferrari qui est notre corps, ce superbe véhicule qui nous accompagne durant toute notre vie ici-bas, franchement, il mérite bien, avec tout ce qu'on lui fait subir, il mérite bien qu'on lui libère de temps en temps des entraves et qu'on le laisse respirer et pouvoir aller vers plus de sérénité. Donc, prenez soin de vos capteurs posturaux. Je prends un exemple pour que vous compreniez. Une patiente que j'ai eue, une jeune femme, qui est une femme qui était qui avait eu justement cette césarienne et qui était complètement fermée sur elle-même, etc. Et on a fait un travail, j'ai libéré la césarienne. Elle était tellement ancrée depuis longtemps dans cette césarienne, dans cette fermeture abdominale, etc., dans un schéma postural enfermé, que même en libérant la césarienne, même en faisant plein de travail, elle n'arrivait pas à s'ouvrir, elle n'arrivait pas à aller à s'ouvrir à la vie, etc., etc. Pourquoi? Tout simplement parce que ces autres capteurs venaient perturber et s'étaient figés pour venir perturber, c'est-à-dire qu'en fait, elle s'est adaptée autour de ces autres capteurs. Donc, pensez-y, ces capteurs sont très importants. Pensez l'impact que ça a sur nos capteurs. C'est quelque chose de fondamental. Si vous devez travailler là-dessus, essayez vraiment de travailler de façon la plus symétrique possible en le mettant devant vous, mais en évitant de le mettre sur le côté. Pensez à travailler et à taper devant vous pour ne pas modifier. Déjà, le fait de l'avoir la tête baissée, c'est pas gentissime, mais ma foi, c'est moins pire que d'être en plus en torsion et verrouillé complètement d'un côté. Parce que, dites-vous bien une chose, c'est que le cerveau le cerveau ne fait que ce pourquoi il est programmé. Vous le savez, on a beau savoir qu'il faut faire comme ça on le sait. Intellectuellement, on le sait très bien. Mais on va faire attention, mais le cerveau, lui, continue à faire comme ce pourquoi il est programmé. Et le cerveau, le problème du cerveau, c'est qu'il prend comme position de référence ce qu'il est habitué à faire le plus souvent. C'est-à-dire que quelqu'un qui a toujours une posture, le cerveau va mémoriser ça comme étant la norme. Pour lui, c'est normal d'être comme ça. Donc, il va tout faire pour mettre le corps comme ça. Et même si on modifie après, on va avoir beaucoup de mal. Pourquoi? Parce que le cerveau, lui, il a reprogrammé comme étant la norme. Donc, plus vous allez rester comme ça, plus votre cerveau va le mémoriser. Plus vous vous obligez à vous remettre dans l'axe, plus votre cerveau va le remémoriser aussi. Et à partir de là, ça va redevenir une position de référence. Donc, obligez votre cerveau à prendre des positions de base, des bonnes positions, des bonnes postures de référence pour libérer les tensions, pour plus que les tensions soient asymétriques, etc., pour que votre corps retrouve une possibilité d'adaptation. Parce que plus votre système membraneux va se verrouiller, plus votre stress intrinsèque, on va dire, va être important, stress cellulaire, stress musculaire, stress tendineux, stress membraneux, etc., va être important, plus votre stress cellulaire va être important, plus votre stress émotionnel le sera. Les deux sont étroitement imbriqués. On ne peut pas être stressé émotionnellement parlant s'il n'y a pas de stress cellulaire et vice-versa. Or, le stress cellulaire, ce n'est jamais bon. On le sait, toutes les cellules communiquent entre elles en permanence. Et le stress cellulaire, on le sait au jour d'aujourd'hui, c'est ce qui génère toutes les inflammations, c'est-à-dire tous les problèmes en vite, les angines, les bronchites, les rhinites, les pharyngites, les colites, les cystites, la cellulite, les tendinites, etc., etc., etc. Donc, tout ça, c'est pas bon. Et forcément, si vous voulez le modifier, il faut modifier votre schéma postural parce que ce stress cellulaire va impacter et va induire et va entretenir votre stress émotionnel. Et vous aurez beau faire tout le travail que vous voudrez, d'un point de vue travail sur soi, émotionnel, sur les valeurs, sur les croyances, sur les peurs, sur la vision positive, sur le positionnement, sur plein de choses. Tant que votre stress interne il est verrouillé,
vous le ferez, vous avancerez, hein. Ça, il n'y a pas de problème, mais pas aussi vite que vous le souhaiteriez. Voilà. Donc j'espère que j'ai été, je ne sais pas, ça fait un peu plus une heure que je parle. Je ne sais pas si j'ai suffisamment parlé, si j'ai été suffisamment explicite euh, au niveau de mon discours, et si vous avez compris vraiment le lien qu'il y avait entre la posture et ce stress émotionnel et cellulaire. Christiane, tu as la parole. Magnifique. Déjà, merci pour ta passion. Ah, mais je suis passionné. Je ne sais pas si ça se voit, hein, mais j'adore ce que je fais. Euh, tu connais la phrase, je ne me rappelle plus, là j'ai un trou, d'habitude je la sors toujours, mais là j'ai un trou. Quand on a la chance de faire sa Un passion, travail qui nous on ne plaît. travaillera plus jamais de toute sa vie, et je Ouais. n'ai jamais l'impression de travailler. Pour moi, c'est que de la passion, et je passe ma vie à faire des séminaires, hein. Maintenant, j'ai arrêté la kinésie et l'ostéo il y a 35 ans, en 2012. Et depuis, je ne fais plus que du conseil, de la formation et des séminaires et des conférences. Et franchement, j'ai vraiment, vraiment jamais l'impression de. Je suis toujours par Mons et par Vaux et je suis jamais chez moi. Mais malgré ce, j'ai jamais l'impression de travailler. Je suis un passionné, ouais, c'est clair. Tu es en conception d'un livre, tu en as déjà créé. Tu peux peut-être nous parler un petit peu brièvement de tes livres? Exact. J'ai écrit un premier livre qui s'appelle Alors changeons, du même nom que mon blog. Qui parle qui explique très facilement que nous avons les rênes de notre vie entre nos mains, et qui parle de plein de choses, hein, qui parle de physiologie, de cette pyramide, notre capacité d'adaptation, de posture, mais aussi d'épigénétique, de, de loi d'attraction, de plein de choses, de travailler sur les croyances, sur les valeurs, qui parle de bonheur, qui parle de la respiration, qui parle de la méditation, En fait, je parle des 3 niveaux à chaque fois, c'est-à-dire physiologique, émotionnel et spirituel. Euh, et je fais le lien entre la spiritualité et la physique quantique. Le bouquin est actuellement en lecture aux éditions Erol. Donc, j'attends impatiemment la réponse. Et puis, entre-temps, il était passé entre les mains d'un autre éditeur, Jouvence. Malheureusement, on en avait parlé d'ailleurs. Il ne rentre pas dans le cahier des charges, on va dire, de Jouvence au niveau. Il est trop gros, en fait. Jouvence font plutôt des guides. Et donc, là, pour eux, je suis en train d'écrire, ils sont en train d'étudier. J'ai envoyé le premier jet. Mais je suis sur mon deuxième écriture de livre qui s'appelle Et si nous décidions d'être heureux, sur le bonheur. Euh, je sais, Christiane, mon implication, notamment, je peux le dire maintenant officiellement, puisque mon implication avec la Ligue internationale du droit au bonheur, dans laquelle j'interviens activement à partir du mois de janvier. Et donc, ce livre sur le bonheur, si nous décidons d'être heureux, c'est les 12 clés, en fait, pour apprendre à être plus heureux, tout simplement. Je vois tellement de gens en souffrance en tant que thérapeute. Je vois tellement de gens en souffrance, soit émotionnelle, soit physique, et des gens qui passent à côté de leur vie et qui n'en ont pas conscience, que je ne peux pas faire, voilà, je peux pas faire autrement que d'écrire ces 2 livres. Et il y en a un troisième à venir sur le stress, 3, 2, 1, 0 stress, qui est en cours. Et puis un quatrième, déjà, je suis en train sur, voilà, sur des. Enfin, j'en parle pas encore, mais bon, un quatrième à venir qui sera complètement différent encore des autres. Mais ouais, ces livres sont. Alors, j'espère sortiront en 2018, j'espère. En tout cas, je suis très heureux de les avoir écrits parce que pour moi, ça a été un véritable bonheur et surtout un travail personnel et une véritable thérapie. Voilà. La pensée est créatrice, la parole est créatrice et l'écriture est créateur ou créatrice. Les 3. Et l'écriture pour moi, est juste une suite logique de la pensée, de la pensée qui est la parole et l'écriture. C'est Voilà. la matérialisation dans la précision en quelque sorte, hein. C'est la matérialisation de la pensée. Ouais. Mm. Mais en essayant de le faire dans une dynamique bienveillante,
pour apporter. J'ai dit toujours, j'ai eu la chance pendant des années, j'ai eu la chance de rencontrer des gens qui m'ont appris beaucoup de choses. Pas toujours dans des moments très, comment dire, pas toujours dans des moments très agréables. Des fois, je les ai, excusez-moi, j'ai juste une petite annonce. Voilà, c'est un problème avec le web. Je vous dis, il y a des problèmes de connexion. Pas toujours dans des moments très agréables. Des fois, c'était dans une recherche personnelle, et puis des fois, c'était des moments où j'ai rencontré des gens. Il fallait que j'ai rencontré à ce moment-là, parce que sinon, j'étais moi-même pas très très bien, et ces gens m'ont aidé à grandir et à avancer dans la vie. Notamment Daniel. Bonjour Daniel, si tu regardes cette vidéo, merci pour tout ce que tu m'as apporté. Et donc ces gens m'ont appris énormément de choses. Et il est hors de question pour moi, il est inconcevable ensuite de ne pas pouvoir essayer de retransmettre aux autres. C'est la raison pour laquelle en 2012 j'ai arrêté le cabinet et je me suis consacré exclusivement au consulting et à la formation. Il est inconcevable pour moi de ne pas essayer de retransmettre ça aux autres avec passion, et en essayant de leur faire prendre conscience que la vie est trop belle, quoi, et qu'elle mérite qu'on ait tous les outils pour pouvoir essayer de la construire de façon la plus belle possible. Et c'est jamais suffisamment beau. Voilà. Et on peut toujours aller vers encore plus de beau. Je reprends quelque chose que vous avez dit à un moment donné. À qui ne s'adresse pas cette formation Honesty? Les formations Honesty, elles ne s'adressent pas à ceux qui pensent déjà avoir tout. Moi, je dis qu'il y a toujours à apprendre, et toujours de nouvelles choses à apprendre, et toujours de nouveaux outils, et toujours une marche qui vient après une autre. Et la beauté, c'est dans le fait de continuer à prendre ces marches et jamais s'arrêter, quoi. Et moi, je suis dans cette dynamique-là où j'essaye toujours moi d'apprendre, et puis toujours de donner, et puis de réapprendre, et puis de redonner, et puis je passe ma vie à faire ça. Voilà. Et tu le fais tellement bien. Merci. J'essaye. Pardon. En tout cas, je le fais avec mon cœur. Ça, c'est et ça se voit. Je pense le point de résilience, le point commun que nous avons tous entre les experts et les membres aussi, ce sont des personnes de cœur qui sont finalement en accord et en recherche de cette bienveillance-là. Ouais. Mais on le voit au travers des. Enfin, moi, je l'ai vu au travers. Je le vois au travers des commentaires qu'il y a sur le site Honesty. Je le vois au travers. J'ai suivi ton webinaire avant-hier. J'ai vu les petits soucis et j'ai vu l'empathie qu'il y avait autour de la part de tout le monde, et la patience, etc. qu'il y avait. Et oui, tu en parlais d'ailleurs à ce moment-là. Tu en as parlé. Et c'est ça que je trouve magnifique, quoi. C'est ça que et c'est ce que je trouve magnifique dans Honesty, c'est que ça déborde de tout ça, et c'est tant de la part des gens qui suivent que des experts qui travaillent avec Honesty. Quand je vois les autres experts que j'ai pas la chance de connaître, mais que j'espère connaître un jour. Encore? Comment? Pas encore. Pas encore, mais très bientôt. Et quand je vois leur voilà, tous transpirent cette passion et le fait d'être tourné vers les autres, quoi. Voilà, toujours. Et ça, c'est très très important. Parce qu'il n'y a rien de plus beau que de voir les personnes se reconnecter à leur joie de vivre, à leur réalisation, et de constater qu'il existe autre chose au-delà de ce qu'elles connaissent. Et de voir ce réveil-là arriver en tant que thérapeute, puisqu'on a pu échanger sur ce point-là, de voir effectivement qu'il y a quelque chose de magique qui se passe et qu'elles-mêmes n'en reviennent pas, que c'était possible. Eh bien, c'est probablement la plus belle des victoires qu'on peut amener sur ce chemin-là, même si on n'est que des outils pour les gens. Mais quel bonheur! Et tu le fais à merveille. Et peut-être je rebondis sur une ou deux questions. Je t'en prie. Si je peux me permettre. On parle de l'importance de ces schémas, de verrouillage et comment désancrer ces schémas-là. Est-ce que pour les personnes qui travaillent beaucoup en bureau, est-ce que tu as quelques conseils à donner en termes de posture, en termes d'habitude à prendre, en termes d'exercice peut-être? Ah oui, alors là, c'est très important. Je travaille pas mal en entreprise sur l'ergonomie.
notamment la gestion du positionnement et de l'environnement, l'impact de l'environnement notamment sur la santé au travail. Et il y a une chose, je suis très surpris qu'il y ait justement une chose dont personne ne parle à tous ceux qui ont travaillé au bureau savent plus ou moins comment positionner la chaise, le fauteuil, etc., d'un point de vue postural. C'est pas ça. Ça, j'apporte rien de neuf. Par contre, il y a une chose dont personne ne parle et que tout le monde ignore au niveau des gens qui bossent sur des postes administratifs. C'est l'importance du regard, des yeux. Tout à l'heure, je parlais du problème de divergence. Quelqu'un qui est... on parle très souvent, c'est le côté droit, le yang, le masculin, les conflits dans le masculin, les difficultés dans le côté gauche, le yin, la féminité, etc., etc., etc. Quelqu'un qui va s'enfermer, quelqu'un qui va être complètement fermé sur lui-même du côté droit, peut avoir des difficultés dans ce domaine du yang, du masculin, etc., parce qu'il se fige, il se verrouille, il se contracte. La personne qui travaille sur un bureau, par exemple, face à un ordinateur et qui va passer sa journée face à un ordinateur, qui va passer 6 heures par jour face à un ordinateur, si elle a un défaut de convergence et qu'elle est, par exemple, avec un défaut de convergence de l'œil gauche, par exemple, ses yeux sont comme ça, donc je me mets face à vous pour que vous voyez, ses yeux sont comme ça, donc l'œil droit va bien converger, mais l'œil gauche ne va pas diverger. Je l'ai dit tout à l'heure, qu'est-ce qu'elle va faire cette personne pour se mettre au repos au niveau de la vue? Elle va avoir tendance à se mettre comme ça. Et elle va travailler toute la journée comme ça. Si elle travaille toute la journée comme ça, le cerveau étant programmé pour reproduire et pour intégrer que ça, c'est la normalité, cette personne va avoir tendance à se fermer toujours comme ça. C'est quelqu'un qui peut avoir du coup beaucoup de mal, par exemple, dans son côté yang, c'est-à-dire dans les prises de décision, et qui peut avoir une baisse d'estime d'elle-même parce qu'elle n'arrive pas à se positionner, elle n'arrive pas à prendre des décisions. C'est toujours oui, je fais pas, nanana. La prise de décision, c'est très masculin, c'est le fait d'avancer, d'aller vers l'avant. C'est très dans la masculinité, et ça, c'est une personne qui peut avoir du mal, ça, à le faire. Et à partir de là, elle peut stresser par rapport à ça. Et ce qui génère ce stress, c'est juste, à l'origine, à la base, son problème d'œil. Donc, quand on a un défaut de convergence, et c'est très facile de le tester, sa convergence, on demande à quelqu'un de se mettre en face, on met un stylo devant les yeux, avec la base du stylo à l'horizontalité des yeux, comme ça, et on dit à la personne, et tu me dis si je louche bien avec les 2 yeux, parce que quand on louche, on ne se voit pas. Donc, il faut que ce soit quelqu'un qui nous le dise. Et donc, on fait ça. On louche comme ça avec les 2 yeux. Et on demande à la personne, est-ce que j'ai bien louché avec les 2 yeux? Si elle dit oui, il n'y a pas de problème, l'écran, on le met en face. Par contre, une fois sur 2, on va nous répondre, non, ton œil gauche, il est venu, et puis après, hop, il est reparti. Ou alors c'est l'œil droit. Ou alors même carrément, il y en a, quand il louche, tac, il y en a un qui louche et l'autre qui s'éloigne. Donc là, c'est bien de le savoir, parce que si on le sait, mon écran, au lieu de le mettre face à moi, quand je vais travailler, si je n'ai pas de convergence à l'œil gauche, et au lieu de travailler d'être comme ça, mon écran, je vais le positionner légèrement sur mon côté gauche. Et là, l'écran est sur mon côté gauche. Et donc, ma tête est droite. Je peux travailler avec mon clavier, avec un écran qui est là. Et ça modifie complètement... Voilà. Ça modifie complètement les schémas derrière, les schémas émotionnels, parce que toute la posture se retrouve modifiée. Et le travail a un impact très important, notamment au niveau du travail au bureau, comme ça. Notamment à cause de l'ordinateur. J'ai répondu ? Absolument, tu as répondu. Est-ce qu'il y a des exercices que l'on peut faire au-delà de peut-être se lever, peut-être, je sais pas. Alors, il y a un exercice de base que, d'ailleurs, j'avais dit tout à l'heure que j'allais en parler. Il y a un exercice que vous devez, mais tout le monde se devrait de le faire. Ce n'est pas un exercice, c'est une prise de conscience et c'est une posture. On se lève le matin. À partir du moment où on se réveille, qu'on ouvre les yeux, qu'on revient en conscience, on le sait, le mental, clac, il repart. 60 000 pensées par jour, le mental, il repart. Et on commence à repartir. Dès qu'on ouvre les yeux et qu'on a pris conscience, qu'on est à nouveau dans la conscience qu'on est éveillé, on a le mental qui revient et qui commence à travailler. Et là, on commence à penser à tout et à rien, à tous les trucs, à tout ce qu'on doit faire, à nos soucis, à nos problèmes,
à quel jour on est, mais attends, on est lundi, on est mardi, ah putain, mais je dois faire ça, etc. Tatati, tatata, et on commence à cogiter, et on en oublie complètement. Très souvent, ce n'est pas forcément des choses très agréables, hein, donc on a tendance à se refermer. Il y a un truc que tout le monde devrait faire, quoi que l'on vive, quoi que l'on ait dans notre vie, une chose que tout le monde devrait faire, c'est tout simplement, je me lève le matin, la première chose que je fais, je m'étire, et puis surtout, dès que je me suis étiré, pourquoi je m'étire, pour étirer mes fascias, mes membranes, les fameuses membranes, notre clé de voûte du schéma d'adaptation, notre clé de voûte émotionnelle, j'appelle moi les membranes. J'étire pour étirer les membranes, donc étirement et auto. Et puis dès que je me suis étiré, première chose à faire, je m'assieds dans le lit, et une sourire, une banane jusque-là, je regarde le plafond, je me redresse et je souris. Et je fais un beau sourire. Je souris à la vie, je souris, j'affiche, je mets des tensions sur mon visage pour afficher ma posture positive de sourire, etc. C'est très bête, mais ça modifie quasi immédiatement les mécanismes chimiques, électriques du corps. C'est-à-dire tout notre système, notre biologie va s'en retrouver impacté immédiatement. Nos défenses immunitaires, tout est impacté. Au niveau du thymus, les tensions qu'on a sur le thymus avec toutes les chaînes derrière qui vont stimuler notre système émotionnel, etc., etc., etc. Tout est impacté par ça. Quand on se redresse comme ça et qu'on fait ça pour se redresser au niveau de notre colonne vertébrale, sur les premières dorsales, entre la première et la 8e dorsale, on a toute notre chaîne orthosympathique. La chaîne orthosympathique, c'est quoi? La chaîne orthosympathique, en fait, c'est le système neurovégétatif. C'est-à-dire, on a deux systèmes dans le neuro. Le système neurovégétatif, c'est le système nerveux indépendant de notre volonté. C'est celui qui fait qu'on a les poils qui se hérissent, qu'on a la chair de poule, qu'on a le ventre qui fait ça, les papillons dans le ventre, etc., etc. Et notre système neurovégétatif, il a deux systèmes. Il a le parasympathique et l'orthosympathique. Et en fait, le parasympathique qui est crânien et sacré, et l'orthosympathique qui est au niveau des dorsales. Et l'orthosympathique, si le parasympathique, c'est le frein de notre corps, c'est-à-dire c'est ce qui va nous freiner, nous refermer sur nous et faire en sorte qu'on est sous stress. L'orthosympathique, au contraire, c'est l'accélérateur. C'est ce qui fait qu'on va aller vers l'avant, qu'on va se booster, qu'on va se mobiliser, qu'on va mobiliser toutes les ressources, qu'on va mobiliser nos défenses. Enfin bref, c'est tout notre système de stimulation qui va être mis en. Et quand on s'étire, qu'on se redresse et qu'on regarde vers le ciel, et qu'on fait un grand sourire, ça c'est en prime, c'est tout notre système orthosympathique qui se retrouve boosté, stimulé, etc. Or, la plupart des gens ont tendance à être en hyper-parasympathique, c'est-à-dire trop de parasympathique, trop freiné. La plupart, quasiment tout le monde, on est en dystonie neurovégétative avec une hyper-parasympathicotonie. Et le problème, c'est que si on ne fait pas ça, on reste dans cette hyper-para. Et donc, on a beaucoup de mal à avoir d'estime pour soi, beaucoup de mal à être bien dans sa vie, beaucoup de mal à avoir la capacité de prendre des décisions, beaucoup de mal à, etc., etc. Donc des postures qui se referment, etc., etc. Enfin bref, on revient dans la boucle du chat qui se mord la queue. Et donc, toute première chose à faire, quand on se lève le matin, ouvrir et sourire. Et ensuite, régulièrement dans la journée, et moi je le fais personnellement, j'ai pris cette habitude de le faire. Pourtant, j'ai une posture qui est plutôt. J'ai très 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 longtemps fait de la boxe. Donc, comme tout boxeur, j'ai une posture qui se referme avec les épaules qui ont tendance à s'enrouler. Et c'est dur pour moi de me remettre dans cette posture d'ouverture. Et pourtant, je m'oblige régulièrement dans la journée à ouvrir, à me redresser, à faire un autograndissement et surtout, le plus important, à sourire, marcher dans la rue, souriez, vous regardez les gens, souriez, vous achetez votre pain, souriez, vous allez manger quelque part, souriez, vous voyez votre banquier, souriez, vous allez voir les impôts, souriez, etc., etc., etc. Passez votre temps à sourire, ouvrez, souriez. Pourquoi? Parce que ce sourire va modifier votre posture et va modifier vos schémas électriques, chimiques, corporel, et donc impacter sur votre stress émotionnel et surtout sur votre stress cellulaire. Donc, c'est très important. D'autres solutions pour stimuler notre système orthosympathique? Oui. Pour stimuler le système orthosympathique,
je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, je fais le comparatif entre deux personnes, un schizophrène et un sprinter, ou quelqu'un qui va faire du saut en hauteur, du saut en longueur. Il y en a un, schizo, il a besoin de se calmer. Il le ressent, hein. Physiquement, logiquement, il ressent qu'il a besoin de… Qu'est-ce qu'il va faire pour se calmer? Il va se balancer latéralement, d'une jambe à l'autre. Tu sais, il va passer d'une jambe à l'autre comme ça latéralement, en fait, pour se calmer. Parce que quand on est latéral, on stimule le parasympathique. C'est pour ça que quand on met les enfants dans les voitures et qu'on prend des virages, au bout d'un moment, ils s'endorment. Tout simplement, ou les berceaux. C'est les berceaux à l'ancienne qu'on basculait latéralement. Parce que dès qu'on bascule latéral, on stimule le parasympathique. Par contre, un sprinter, lui, qu'est-ce qu'il va faire? Pour se stimuler, pour réussir à franchir son obstacle, pour se mettre dans la condition, pour pouvoir s'imaginer dans la victoire, etc., qu'est-ce qu'il va faire? Il va stimuler son système orthosympathique. Et pour stimuler le système orthosympathique, qu'est-ce qu'il fait? Il bascule d'un pied en arrière, comme ça, d'avant en arrière. Vous l'avez certainement déjà vu sur les terrains d'athlétisme. Ils partent comme ça, ils font un pied avant-arrière, et au bout d'un moment, bam, ils se lancent. En fait, quand on bascule devant-derrière, on stimule le système orthosympathique. Dès qu'on bascule latéral, on stimule le système parasympathique. Donc, pour les gens qui sont plutôt comme ça, un peu en parasympathicotonie, balancez-vous d'avant en arrière. Ça va vous stimuler. Et surtout, non seulement ça va vous stimuler, mais ça va renforcer vos défenses, ça va augmenter votre péchon, donc balancez-vous d'avant en arrière. Bientôt, je vais voir tous les gens faire ça dans la rue. C'est rigolo. Avec la banane, bien sûr. Avec la banane, en étant bien droit, comme ça, dire bonjour à tout le monde. Bon, ce sera un peu plus difficile pour les impôts, pour certains, j'imagine. Ouais, Magnifique, hein, c'est vraiment très, très intéressant. Écoute, je suis ravi que ça plaise. Je pense qu'effectivement, on est dans quelque chose de plus spécifique. J'aurais encore envie peut-être de poser une question. C'est quelqu'un qui se retrouve aujourd'hui avec une évidence de pied plat, d'une évidence de forme, entre guillemets, de pied qui n'est peut-être pas encore optimale. Premier conseil, donc, c'est les semelles, c'est ça? Pas forcément. Pas forcément du tout. Il y a des gens qui sont très bien dans leur pied plat ou qui sont très bien dans leur pied creux. Le plus important, c'est si ça impacte, on va dire, le schéma postural. Tu as des gens qui ont des pieds plats, mais qui ne vont pas avoir… Moi, par exemple, mon fils, je prends l'exemple de mon fils, Loris. Mon fils a un pied plat. Par contre, tu regardes la posture de mon fils, il n'est pas du tout impacté par son pied plat. Il est bien droit, il est toujours redressé, les épaules en arrière, etc. Il n'est pas impacté. Pourquoi? Parce que depuis le début, malgré son pied plat, il a fait attention à sa posture. Donc, c'est les pieds plats qui vont impacter les postures. Et le pire, c'est pas d'avoir un pied plat ou un pied creux. Le pire, ce sont les pieds asymétriques. C'est les déséquilibres quand les pieds ne sont pas identiques. Ça, c'est terrible. C'est ça qu'il faut faire appareiller. Mais le pied plat, par exemple, quelqu'un qui a un pied plat et qui a des genoux valgommes sur des pieds plats, là, il faut appareiller. Mais quelqu'un qui n'a pas forcément un genou valgome, on ne va pas forcément l'appareiller. Quelqu'un qui a un pied plat et qui est fermé, qui est enroulé, etc., on peut l'appareiller. Par contre, l'appareillage sur les pieds, attention, l'appareillage, il faut vraiment que ce soit au niveau des semelles. Pour moi, en tant qu'ostéopathe, vraiment, je conseillerais d'appareiller avec des semelles dites de proprioception, de stimulation. Pas avec des semelles classiques, en liège, cuir, etc. Les semelles passives, pour moi, n'apportent vraiment rien, c'est-à-dire n'apportent pas grand-chose. Parce que la personne va mettre les semelles, mais quand elle va retirer ses semelles en plein été parce qu'elle est en tongs toute la journée, tout se revient à sa position, tout reprend comme c'était avant. Alors que les semelles dites de stimulation, de proprioception et de stimulation, ce qu'on appelle les semelles actives, ces semelles-là vont stimuler les chaînes musculaires et vont faire que la personne va petit à petit modifier sa posture. Ça a été le cas avec ma fille. Voilà. Là, c'est la posture. Donc, à partir du moment où on modifie la posture, on modifie les schémas émotionnels de la personne. Impeccable. Merci. Mais si on ne modifie pas la posture,
les schémas émotionnels ne sont pas impactés. Clairement. Clairement. Merci pour toutes ces magnifiques explications. Je t'en prie. Je pense qu'on arrive gentiment à la fin de notre webinaire, notre formation. Ben, écoute, Vraiment, sincèrement, merci pour tout ce que tu... Un plaisir. J'espère que j'ai été suffisamment explicite, suffisamment clair, que ça puisse donner aux gens qui ont regardé ou qui vont regarder ce webinaire en replay, que ça puisse donner une vision, on va dire, un petit peu plus globaliste du travail sur soi, et que le travail sur soi, c'est pas qu'un travail sur... Le travail sur soi d'un point de vue émotionnel, etc., est fondamental, hein, c'est énorme, c'est la base, mais que pour pouvoir vraiment être complet, il faut vraiment aller voir, travailler surtout et notamment sur cette posture et sur ces tensions membraneuses, etc. etc. Si je fais le dernier petit comparatif, c'est comme si quelqu'un allait voir un ostéopathe pour une douleur cervicale, et que l'ostéopathe travaille sur le crâne, sur les cervicales, sur la colonne, sur le bassin, sur les chaînes, etc. Et puis qui ne touche pas le ventre. Et que le patient lui dise, mais enfin, mais pas toucher le ventre, et que l'autre lui dise, mais non, moi je ne fais pas le viscéral, je fais tout le reste, le facial, machin, mais je ne fais pas le viscéral. En fait, il aura fait un bon travail, un travail super, un travail génial, la personne n'aura plus mal, peut-être, au cervical. Par contre, il y aura toute une partie qui sera passée à l'as, et cette partie-là peut être très importante. Ça ne veut pas dire qu'elle sera fondamentale, mais elle peut être très importante dans la suite, on va dire, de la prise en charge de cette douleur cervicale. C'est un petit peu le parallélisme que je fais, c'est-à-dire que travailler sur soi, sur tous les autres outils, c'est génial, c'est fondamental, c'est extraordinaire, etc. Mais pour apporter un peu plus de globalité, ne pas que ce ne soit pas au détriment de la physiologie du corps, de la biologie, etc. Parce que ce corps, cette biologie, cette physiologie a un impact. Le lien entre le corps et l'esprit n'est plus à faire, quoi. Je veux dire, il a été prouvé, il est là, et on le sait, tout le monde en parle, la médecine quantique, etc. Je veux dire, les états cellulaires. Je veux dire, le lien entre le corps et l'esprit est fondamental. Et on ne peut pas travailler sur l'un au détriment de l'autre. Voilà, c'est ça que je veux dire. Et il faut vraiment toujours travailler les deux ensemble. Et j'espère, au travers du premier webinaire que j'avais fait sur la physiologie, et le deuxième webinaire sur la posturologie, que les gens qui suivront ces webinaires-là pourront prendre conscience de cette globalité-là. C'est toute l'importance de cet aspect globaliste et holistique. Oui. Absolument, à l'ère des spécialistes. Hein. Tout à fait, absolument. Je pourrais vous parler de plein d'autres choses aussi, hein, sur les croyances, sur la loi de l'attraction, je veux dire, sur plein de choses, mais vraiment, il faut vraiment tenir compte de ça, quoi. C'est fondamental, cette physiologie, cette posture, ce corps. Notre corps, on n'en a qu'un. On doit le choyer. Le problème, c'est que, tu sais, moi je dis toujours, on fait avec nos corps un petit peu comme on a tendance à faire avec nos voitures. J'ai souvent une métaphore que je répète de temps en temps, la métaphore du taxi thaïlandais. Je ne pense pas l'avoir dit au premier webinaire. Quand je vivais en Thaïlande, la première fois que je suis arrivé à Bangkok, j'ai pris un taxi et surprise, le taxi avait 1 350 000 km. Et je me suis rendu compte qu'en Thaïlande, quasiment tous les taxis avaient au minimum 500 ou 600 000 km. Et en fait, je me suis rendu compte pourquoi les taxis ont autant de kilomètres. Parce que là-bas, les gens sont, le niveau de vie est beaucoup plus faible et les voitures coûtent beaucoup plus cher. Donc forcément, quand ils achètent une voiture, c'est un investissement sur des années et des années, un petit peu comme si nous, on achetait une superbe maison. C'est-à-dire c'est un gros investissement. Donc, et en plus, la deuxième raison, c'est que les chauffeurs de taxi, c'est soit ils sont chauffeurs de taxi, soit ils sont bonzes. Ils n'ont pas beaucoup de choix dans la vie. C'est soit boxeur taille, soit bonze, soit chauffeur de taxi. Donc, autant dire que leur taxi, ils y prêtent une attention de tous les instants. Ils le bichonnent, ils le chouchoutent. Je veux dire, c'est leur vie, leur taxi. Et nous, je disais aux chauffeurs de taxi en Thaïlande, nous, en France, on ne fait pas pareil. En France, nos voitures, dès qu'elles ont 200 000 km, on change et on en prend une neuve pour repartir sur du neuf. Et le problème, c'est que l'être humain, notamment l'occidental, pas l'être humain, l'occidental, fait avec son corps comme il fait avec sa voiture. C'est-à-dire qu'il ne l'entretient pas, il n'y prête pas attention. Or, notre corps, c'est notre voiture, c'est notre taxi thaïlandais à nous qui nous amène d'un point A, notre naissance, à un point B, notre mort, et que cette distance doit être la plus longue possible, 1 350 000 km,
avec le moins de panne possible. Et nous, les pannes, c'est quoi? Ben, c'est les pathologies, c'est les cancers, c'est les infarcts, c'est le stress, c'est les dépressions, c'est les déprimes, c'est les névroses, enfin bref, c'est tout ça. Et c'est tout ça qui fait que tout ça, ce sont nos pannes. Et tout ce qui fait ces pannes-là, ben, c'est tout simplement parce que, entre autres, on maltraite notre. C'est pas les routes accidentées de Thaïlande. Les routes en Thaïlande, elles sont pas belles, hein, elles sont pleines elles sont cabossées, machin, etc. Et pourtant, les voitures sont en parfait état. Et les cabossages de la route, c'est toutes les contraintes qu'on a dans notre vie, hein, en permanence. Les chocs qu'on se prend, les violents, les pas violents, etc. Mais ce qui va permettre à notre taxi, à nous, Thaïlandais, de pouvoir franchir toutes ces contraintes et de pouvoir arriver à bon port le plus longtemps possible sans panne, c'est la façon qu'on a de s'occuper de notre taxi thaïlandais. Voilà. C'est la petite métaphore pour finir. Voilà. Ce dont les gens doivent prendre conscience, quoi. Notre corps, on n'en a qu'un. C'est tellement vrai. C'est tellement vrai. Ben oui, moi, c'est ça qui m'avait choqué, qui m'avait frappé quand je vivais en Thaïlande. Donc voilà. C'est une métaphore avec le véhicule parce qu'un corps est un véhicule. Eh bien, moi, je dirais, au-delà nos sincères remerciements à ton égard, vraiment, Silver, pour tout ce que tu offres, pour tout ce que tu es. Et merci de prendre soin, finalement, du bien-être des gens. Et en conclusion, je dirais, prenez soin de votre corps, votre être, célébrez votre vie et vivez chaque moment avec la meilleure posture. Et souriez à la vie. Et souriez à la vie. Je te laisse les mots de la fin avec mon immense gratitude. Bah, écoute, Immense gratitude également à nos participants. Merci d'avoir été avec nous. Merci d'être avec nous. bah, merci à vous, merci pour ces moments passés avec vous. Pour moi, c'est toujours un énorme plaisir. J'espère que j'ai été suffisamment explicite dans mes propos et que vous avez pris du plaisir à m'écouter. En tout cas, pour moi, le petit mot de la fin, c'est que si je pouvais apporter ma petite pierre à ce magnifique édifice qui est Honesty, mais je suis l'homme le plus comblé. Pourquoi? Parce que je travaille beaucoup dans le développement personnel, j'ai vu beaucoup de mise en place de formation, de choses, de travail sur soi, etc. Je n'ai jamais vu nulle part ailleurs, mais nulle part. C'est clair, c'est cash, je n'ai jamais vu ce qui est fait au niveau d'Honesty. Vous êtes vraiment des précurseurs, vous êtes vraiment vous êtes des êtres extraordinaires, je le dis. Et je n'ai jamais vu ça. Et je suis, mais alors, très fier de pouvoir apporter une petite pierre, si petite soit-elle, à cette merveilleuse construction qui est Honesty. Voilà. À ce magnifique édifice qui est Honesty et qui a été si bien pensé par ses géniteurs, sa génitrice. Voilà. Infinie gratitude. Namasté. Namasté, merci à toi. Et puis, je vous souhaite à tous et à toutes une très belle fin de soirée, de prendre bien soin de votre taxi thaïlandais. Et il est précieux. Et de passer une très belle soirée. Et puis, je dis bonsoir un petit peu partout en France. Et voilà. Et à tous ceux qui me suivent et qui se reconnaîtront aussi. Voilà. Merci, mon ami. Merci à toi. Merci à toi. Des bisous à Laurence, à Jérôme. Et puis, ciao à tout le monde. Passez une belle soirée. Prenez soin de vous surtout. Prenez soin de vous surtout. Au revoir. Au revoir. Merci, belle soirée. Bonsoir.